Cet été, au Centre permanent de la photographie de Fournel, une très belle exposition est ouverte tous les jours, pratiquement du mardi au samedi. Le thème de cette exposition est la préhistoire en Aubrac, présentée par Madame McLean, que vous connaissez bien puisque nous l'avons reçue plusieurs fois à la radio, et également une exposition autour de sa famille d'origine, qu'elle présente donc à partir de documents et à partir de ce que l'on pourrait appeler une saga, puisque figurez-vous qu'elle vous permet de remonter à l'an 1600. L'histoire de la famille a commencé avant, mais elle l'apprend à 1600 avec de très belles pages et une très belle exposition d'objets personnels concernant sa famille. Et j'ai le plaisir d'être en sa compagnie. Bonjour Madame McLean. Bonjour monsieur. Je parlais de saga, est-ce qu'il faut oser le mot ? Vous nous faites remonter à l'an 1600. La famille existait bien avant, mais nous prenons, si j'ose dire, le train en cours en l'an 1600. Voilà, parce que là on a affaire qu'à des archives. Donc il s'agit de la famille Chalvet, Voilà. qui est votre famille et qui est originaire de Lozère. De Haute-Lozère. Précisément au hameau de Bout-en-Haut, commune de Chauchaille, canton de Fournels. 1600, vous nous faites remonter très loin dans le temps. Et que savez-vous sur la famille Chalvet de cette époque-là ? Simplement des traces de naissance et de décès et des noms. Voilà. Un tel, né à telle date, a épousé une telle. Donc on trouve des traces jusque-là. Et on est remonté donc jusqu'à Andrich Chalvet. A-N-D-R-I-C-H. Un prénom que l'on ne trouve plus aujourd'hui. Andrich, bon, non, mais il y a bien le che lozérien. Voilà. Le che de Chalvet aussi, voilà. Le siège de la famille est donc en Haute-Lozère. Et depuis n'a pas varié. Je comprends qu'il y a eu des branches qui s'en sont éloignées, mais vraiment le siège de cette famille est resté en Lozère. Ah oui, de toute façon, mon cousin et moi-même, nous sommes tenus aux descendants de gens qui ont abouti à Bout-en-Haut. Donc on peut les tracer jusqu'en 1600 et on voit que cette lignée qui a fini à Bout-en-Haut, ce sont les plus jeunes de la fratrie qui ont fait des enfants, mais en fait, comme ils étaient les plus jeunes, probablement ils ne possédaient rien. Donc ils sont allés à droite et à gauche jusqu'à vers 1720-1730. Ils ont commencé à s'établir et à rester peut-être plus sédentaires et à acquérir de la propriété. Et à ce moment-là, ils ont des enfants et c'est les aînés qui héritent. Donc on a à peu près 4 à 5 générations d'aînés qui héritent de la propriété à Bout-en-Haut. En Bout-en-Haut en particulier, parce qu'il y a aussi des Chalvet à Bout-en-Bas. Ce sont des cousins naturellement. Mais nous avons essayé de suivre les Chalvet de Bout-en-Haut. Nous partons donc en l'an 1600, nous prenons l'échelle du temps à l'envers. Êtes-vous lozérienne ? Non, malheureusement. Malheureusement, dites-vous. Vous n'êtes pas lozérienne. Non, je le suis de cœur, disons. Mais ce qui est certain, c'est que j'habite avec la vue sur la Lozère, parce que j'habite juste au-dessus du Besse et avec la vue non seulement sur la Lozère, mais juste sur le berceau familial. Parce que j'habite à un hameau qui s'appelle Oyeix, O-Y-E-X, qui était orthographié Aillé. D'ailleurs, les anciens, dans le temps ici, disaient Ouillé pour Oyeix, de la commune d'Antérieux. Et j'ai vu, sur le hameau de Boutan, juste en face, il n'y a que le Besse à traverser. Où êtes-vous née, Madame McLean ? Je suis née en Touraine. J'ai été élevée par mes grands-parents, dont mon grand-père, qui est né, lui, à Saint-Chély, et qui était issu des Chalvet de Boutan, haut. Voilà qui vous ramène à la Lozère. Voilà, absolument, parce que on y passait toujours, quand on descendait dans le Midi, on s'arrêtait toujours à Saint-Chély, voir les arrière-grands-parents. Moi, j'étais très petite à cette époque-là, mais j'ai quand même connu mon arrière-grand-mère, mais c'est des vagues souvenirs. Mais je dis dans l'exposition en introduction que j'y ai séjourné pour la première fois pendant 2 semaines avant la rentrée des classes qui à l'époque était au 1er octobre. J'y ai vécu les 15 derniers jours de septembre avec ma grand-mère qui avait gardé l'usage de la maison de ses beaux-parents à Saint-Chély. Et quels souvenirs vous gardez donc de ce court passage en Lozère en septembre ? Vous aviez 7 ans, je crois ? J'avais le double. Pardon, 14 ans, oui. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque-là ? C'est des souvenirs émerveillés, tellement émerveillés que j'ai peut-être inconsciemment tout fait pour venir m'établir au pays, si je puis dire. J'ai émerveillé par la nature que je découvrais vraiment, parce que bon, la Touraine, il y a bien beaucoup de très belles natures, mais il y a aussi beaucoup de châteaux, des choses comme ça, des églises gothiques et romanes. Mais ici, je découvrais une nature maîtrisée, avec une impression beaucoup plus forte qu'on ne peut l'avoir maintenant, où la nature est toujours bien exploitée, mais elle est moins soignée dans le détail. Mais j'ai aussi, je pense, eu pour la première fois 15 jours de vraies vacances avec ma grand-mère en dehors des époques de lycée et de classe scolaire où notre temps a été pris entièrement par les études. Toutes les heures éveillées étaient consacrées aux devoirs, etc.
Donc j'ai eu à la fois une découverte d'une nature soignée et maîtrisée, et puis une intimité avec ma grand-mère qui m'a raconté les gens qui vivaient dans la maison, leur vie avant, et qu'elle avait connue, elle, jeune femme. En visitant cette exposition, on se rend compte qu'il y a un beau parcours entre vous et votre grand-mère. Votre grand-mère vous a beaucoup marqué, vous l'avez beaucoup approchée, elle vous a dit beaucoup de choses. Qui était-elle ? Comment vous pourriez la définir aujourd'hui ? Parce qu'on va le voir, elle a eu un parcours exceptionnel. Oui, je me rendais pas compte que c'était exceptionnel. Vous savez, quand ça vient de votre famille, ça paraît naturel, puisque c'est des choses qu'on côtoie tous les jours. Ma grand-mère s'est mariée assez jeune et l'a rencontrée. Quel âge avait-elle ? Elle a dépassé un peu 20 ans, ce qui pouvait être vieux à l'époque. Mes grands-parents se sont mariés en 1910. Ils sont restés fiancés peu de temps, ce qui était aussi rare à l'époque. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, je crois, moins d'1 an après. Et mon grand-père était un beau jeune homme. Ils se sont mariés en 1910 Oui. Et déjà quelques mois après, quelques années après, on va dire, l'horizon commençait à avoir de vilains nuages, on s'approchait de 1914. Voilà, ils ont eu le temps de faire une fille en 1911, donc ma mère, et éclate en 1914 la mobilisation. Ils étaient d'ailleurs en vacances à Saint-Chély. Mon grand-père, en se mariant, s'est joint à l'entreprise de représentation métallurgique de son beau-père. Donc il est allé vivre en Touraine. Lui, il est né, mon grand-père, à Saint-Chély-d'Apcher. Et mon arrière-grand-père, son père, donc, est né à Boutan. Mobilisation. Voilà. Et ma grand-mère reste en arrière, elle élève sa fille, jusqu'à ce qu'elle apprenne en 1915 qu'il est au front atteint d'érésipèle, ce qui est une maladie qui était toujours assez grave, je crois, mais qui pouvait être mortelle. Et elle était quand même jeune mariée, elle avait pas connu son mari très longtemps avant qu'il ne s'en aille, voilà, à la guerre. Et puis il y avait une petite fille, et donc votre maman en l'occurrence. Voilà, donc elle laisse la petite fille à ses grands-parents à Saint-Chély et elle file au front toute seule. Elle m'a raconté le voyage par le train et l'arrivée à la nuit tombée dans un cantonnement où elle demandait l'hôpital, où était l'hôpital. Votre grand-père est sur le front, Voilà. il est malade. Votre grand-mère décide de partir le rejoindre. Excusez l'expression, mais c'est insensé. Apparemment, elle n'est peut-être pas la seule à avoir fait la même chose. Elle finit par le trouver, donc elle le soigne. Et le chirurgien lui a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, ça me débarrasse, soignez-le. Et en même temps, il lui a donné des tâches à faire et ma grand-mère est restée jusqu'en 1918. Mon grand-père, lui, est resté jusqu'en 1919, comme la plupart des poilus, ils n'ont été libérés qu'en 1919. Elle est rentrée 1 an plus tôt alors. Quelques mois plus tôt, après l'armistice, mais elle est restée jusqu'à la fin aux hôpitaux du front. C'est-à-dire qu'elle avait un poste d'infirmière ? Oui, elle l'a acquis sur le tas, si vous voulez. Voilà, j'ai encore une de ses blouses d'infirmière. Que vous disait-elle de cette guerre de 14, de ce qu'elle avait vécu ? Des choses exceptionnelles sans doute, mais des choses tellement fortes, tellement horribles. Des choses terribles et quotidiennes qu'elle vivait dans ces hôpitaux et tous ces hommes. Alors là, je vais vous raconter une anecdote, j'espère ne pas faire frissonner votre audience. Elle me racontait par exemple, elle me dit, tu sais, c'était terrible parce qu'on recevait des espèces de gangs de terre, des espèces de grands œufs oblongs. Fallait un petit marteau pour casser ça. Et quand on cassait ça, il y avait une odeur horrible qui sortait de là. Et c'était un soldat blessé qui était là-dedans, dans une gangue de terre séchée. Blessé et pas encore mort. Voilà. Donc il fallait nettoyer tout ça. Elle m'a raconté aussi les Africains qu'il y avait au front. Et qu'elle soignait, dont un lui avait dit, toi, il faut que tu reviennes avec moi chez moi. On les a souvent oubliés Voilà. dans cette guerre horrible qui a été la guerre de 14, Oui, les Africains. bien sûr, Pourtant, oui. ils étaient bien présents. Elle a dû aussi aider peut-être le chirurgien à intervenir Tout à fait. dans des cas extrêmement graves. Il demandait que d'avoir du personnel, lui, du moment qu'il avait des gens de bonne volonté et à droit, parce que vous savez, j'arrête pas de dire, et vous serez d'accord avec moi, que les femmes de l'ancien temps, disons avant moi, elles savaient tout faire. Elles savaient nourrir, elles savaient nettoyer, elles savaient construire, elles savaient soigner, elles savaient assurer les choses de la vie quotidienne et en même temps l'agrément de la vie. Et puis elles ont su gérer également pendant la guerre de 14, elles étaient à la ferme, elles étaient aux affaires, elles étaient aux usines. C'était elle le moteur vivant et le moteur de tous les villages. Alors, puisque je vante ma grand-mère, je vais vous dire... On continue à rester auprès d'elle parce que c'est une telle femme de caractère et tellement attachante. Justement, à propos de ferme, qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre qui a suivi 20 ans après, pas très longtemps? Eh bien, mes grands-parents, qui avaient eu le nez creux, il faut le dire, d'acheter une propriété aux environs de Tours, leur maison était dans Tours, elle avait été réquisitionnée. Mais en 38, ils avaient acheté une propriété à 25 km de Tours avec 40 hectares de bois. Eh bien, quand leur maison a été réquisitionnée, ils sont partis à la campagne. Et ils ont fait le cochon, les moutons. Il y avait qu'une chose qu'on allait chercher à la ferme voisine, c'était le lait. Ils ont fait des poules, des lapins. Ma grand-mère tannait les pots. J'ai des photos aussi, on est habillés avec les peaux de lapin Rex, elle était très fière de ses lapins. Donc voilà, ce qui faisait... Une totale autarcie ? Le plus possible, oui. Alors ma mère disait, si mes enfants sont à peu près normaux, c'est bien parce que vos grands-parents sont retournés à la terre.
Et ils ont aussi, pas nourri que nous, mais beaucoup de réfugiés. Comme mon grand-père était en affaire avec les gens de Lorraine, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par chez eux. Le fait que votre grand-mère soit partie sur le front rejoindre votre grand-père au cours de cette guerre de 14, c'est une belle histoire d'amour, c'est une belle preuve d'amour aussi. Oui, absolument, oui. Mon grand-père est mort jeune, il est mort avant 65 ans. Et je pense qu'il est mort des deux guerres, si je puis dire. Parce que la première, la grande, l'a laissé très amer et pacifiste. Et quand il a vu l'autre commencer après, il est devenu résistant. Et il a eu une maladie d'estomac. Je pense qu'il a été emporté par l'angoisse. Maclean, je vous propose quelques notes de musique. Oui. Et puis on continue bien sûr à parler de votre famille après. Vos grands-parents savaient lire et écrire ? Alors mes grands-parents certainement, mais je vais vous dire que mon trisaïeul, qui est né en 1797 et qui est devenu maire de Chauchaille, je peux vous dire qu'il savait non seulement écrire, mais qu'il avait de l'orthographe et une belle écriture, puisqu'on a des comptes rendus, des publications de mariage écrites et signées de sa main. Donc je pense que c'était des gens lettrés depuis longtemps. Avant, on n'a pas de preuves. Avant, on a des preuves de leur existence
par des actes notariés, des naissances et des actes paroissiaux. Mais là, je pense que c'est très important de le dire parce que c'était pas une famille exceptionnelle. Je pense que tout le monde a la même histoire, plus ou moins. Et je suis absolument scandalisée et très fâchée quand je vois des jeunes gens qui pensent que leurs anciens, à la première, deuxième ou troisième génération, étaient des cutéreux et des imbéciles. Car si ça avait été le cas, ces jeunes gens, ils seraient pas là. Une histoire familiale, c'est l'aboutissement d'un tas de choses, heureuses, malheureuses, un tas d'événements. Vous parliez tout à l'heure de votre grand-père qui se prénommait Hippolyte Napoléon. Votre arrière-grand-père, pardon. Voilà. Hippolyte Napoléon, ouais. Il était maire de Chauchaille, disiez-vous. Son père, drôle de prénom, Hippolyte Napoléon. Je dirais même c'est son grand-père qui a été maire de Chauchaille. Il est né en 1797. On n'a pas de portrait de lui, mais on a des écritures. Et c'est en 1853 qu'il y a un procès-verbal du conseil municipal de Chauchaille qui a voté à l'unanimité le maintien de Napoléon III et qui lui a donné les pleins pouvoirs. Donc je pense que c'est de ce grand-père, prénommé Pierre Hippolyte, dont le petit-fils s'appelle Hippolyte Napoléon. Donc il y a une continuité d'admiration entre père et fils. Voilà. Comment avez-vous travaillé sur ces recherches ? Vous avez dû travailler depuis des années, oui. Puisque vous remontez à l'an 1600. Les objets que vous voyez ici sont des objets qui remontent début 19e. Avant, nous avons des archives papier qui sont dans les vitrines, dont la plus ancienne, concernant la famille Chalvet, remonte à 1721. Ce sont des archives que vous possédiez, mais pour remonter jusqu'à 1600, les archives départementales, d'autres services ? C'est la généalogie. Ça, c'est mon cousin Jean-Éric Chalvet qui pourrait vous donner les détails. Moi, je remontais pas au-delà de Pierre Hippolyte de 1797. Et lui a fait toutes les recherches antérieures auprès des services généalogiques. Et il continue d'ailleurs à s'en occuper. C'est très intéressant. Donc quand il y a des dates et des noms, c'est qu'il y a des archives lisibles. Lorsque l'on parcourt votre exposition, finalement, on fait preuve d'une grande humilité. À savoir que nous nous croyons immortels, que notre histoire dure et qu'elle va durer encore longtemps. Or, on s'aperçoit, 1600, même avant, bien avant, on s'aperçoit que finalement tout passe très très vite, mais tout passe dans un sens, dans une logique, dans une cohérence, et on est comme petit morceau de cette cohérence. Eh ben oui, mais un morceau important, j'aime mieux vous dire. Non mais important, c'est certain, mais un petit morceau quand même. On est un très petit morceau, monsieur, mais libre à chacun d'en faire ce qu'il veut de ce morceau. Je pense que si j'avais pas eu le bonheur d'être très bien accueillie au sein de l'ARCAF à Fournels. L'ARCAF, c'est-à-dire la maison de la photographie à Fournels. Voilà, c'est l'association de revitalisation du canton de Fournels qui gère cet endroit, le centre permanent de la photographie. Donc on repart, nous sommes qu'un petit morceau dans une lignée, dans une suite, voilà. Dans une logique historique. Ça commence à compter si on arrive à faire un peu une œuvre, parce que je me rendais compte à ce stade où je suis que si je faisais pas quelque chose de lisible, de cohérent, de daté, de référencé, ça se perdrait. Simplement, il y aurait plus de lien. Qui s'intéresse à une boîte de faux cols ? Ça devient intéressant quand on sait à qui elle appartenait, de quand ça date et quel est le genre de vie qu'avaient ces gens. Et je me rends compte maintenant, disons dans le dernier parcours de ma vie, que j'avais pas trop compris. Moi, il y a 25 ans, j'ai été conseiller municipal pendant 3 mandatures. Et ma mère me dit, tiens, tu reprends la tradition de tes anciens. Mais j'avais jamais su. En regardant de près les archives, j'ai vu qu'il y avait eu des maires et conseillers municipaux qui mariaient leurs enfants entre eux, les courtioles. Il y a beaucoup d'affaires avec les courtioles dans le coin. Donc on s'aperçoit de tous les réseaux qui font la vie. On n'est pas tout seul non plus. Moi, je me suis beaucoup occupée de ces archives avec maman, qui a vécu jusqu'à presque 100 ans, à une époque où je travaillais toujours. Mais maman venait de passer 6 mois chez moi l'été à Oyas. Et je lui disais, amène tes boîtes à chaussures et tes albums. Elle avait une mémoire fabuleuse. Elle m'a dit qui était sur les photos, qui avait pris la photo, à quel endroit, à quel moment. Et vous aviez besoin de remonter dans le temps ? Eh ben voilà, oui, ça me passionnait, oui. Aujourd'hui, lorsque vous parcourez cette exposition seul ou avec des amis, ou avec des gens que vous ne connaissez pas peut-être, il y a tout de même un peu de fierté quand même. Dans la manière de dire si je suis là, c'est parce qu'ils ont été là avant moi. Et envers eux, c'est de la reconnaissance. Parce que certainement, j'aurais peut-être pas eu cette volonté, disons, qui m'a guidée, si eux-mêmes n'avaient pas beaucoup bataillé pour faire une vie décente, surmonter les difficultés et les travers que tout le monde a. Soit ils vous viennent par en haut, soit ils vous viennent de l'intérieur, mais certainement, ils ont fait comme nous tous tant bien que mal. Mais quand on est là pour raconter leur vie, c'est que finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ils ont tout fait pour vivre ou pour survivre même. Certainement. Parce que les conditions n'étaient pas faciles.
Je pense que tous ces ancêtres dont je parle ont eu une vie beaucoup plus difficile que la mienne. Oui, ils ont dû compter beaucoup plus sur eux-mêmes, moi aussi dans un sens, puisque j'ai créé mon entreprise. Et peut-être c'est eux qui m'ont donné l'audace d'être capable de prendre ma vie en main. Il y a un côté singulier, Madame MacLean, dans votre exposition, c'est que c'est votre famille, mais lorsqu'on visite cette exposition, c'est un peu nous aussi. Mais j'espère beaucoup ça, monsieur. Je suis très heureuse que vous orientiez votre question dans ce sens, parce que ici, je ne peux avoir que beaucoup de cousins, parce que je suis pas la seule famille qui est là depuis très longtemps, il y en a beaucoup. Et c'est pas difficile quand on commence à voir 1, 2, 3 objets, 4 objets. Et quand on commence à parler à ses voisins, beaucoup des anciens d'ici m'ont appris des choses sur ma famille, sur des membres particuliers que je n'ai jamais connus, moi. Outre ce que m'a raconté ma grand-mère et ma mère. Donc je pense que tout le monde peut en faire autant. Et soudain coup, ça crée un milieu, parce que ce pays a gardé un caractère particulier. C'est ce qui en fait le charme d'ailleurs. Ah, tout à fait, j'imagine, oui, et la beauté. Donc cette exposition, c'est votre famille, mais on s'y retrouve, c'est un peu nous. Oui, mais c'est peut-être la vie des provinces. C'est tout à fait bien, monsieur, que vous me disiez ça, parce que vous soyez bourguignon ou dauphinois, je ne sais pas. Vous voyez le maillage, monsieur. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de montrer le maillage qu'il y a entre les gens. Les mariages et le maillage de la société. Parce que vous voyez qu'ils se fréquentent, ils vont au marché. Ce sont des gens qui produisent et qui échangent. Et je pense que c'est un très bel exemple pour une société qui évolue beaucoup maintenant. Et on peut échanger sur un autre niveau. Si nous n'échangeons pas le lait et le fromage directement et les saillies du taureau, on peut échanger du point de vue des idées. Je pense que c'est rendre hommage à des gens qui ont mené des vies parfois courtes, parfois longues, mais qui n'ont pas eu plus la paix que nous. Nous aussi, on est toujours en éveil, on doit payer nos impôts, on doit produire aussi, quoi. Voilà. Vous dites rendre hommage, et ça sera là ma dernière question qui peut-être va vous choquer. C'est l'histoire de votre famille, c'est votre histoire aussi, donc c'est facile de mettre ça en public, il n'y a pas un petit côté intime qui est difficile à exposer. Oh non, monsieur, je pense Il y a plus de fierté que de réserve. Il y a de la fierté dans votre démarche. Ben oui, monsieur, je pense que ce sont des gens... Ils sont un peu comme moi. Dans un sens, ils ont eu les premières voitures, fin 19e déjà. Ils ont eu des appareils photographiques. Ils ont eu des pâtés-postes où ils s'écrivent. Alors, expliquez-nous ce qu'est le pâté-poste. Le pâté-poste, c'est un appareil enregistreur, lecteur-enregistreur, graveur sur disque de cire, procédé inventé juste un peu après 1910. Donc avant la Grande Guerre, qui permettait, quand chacun avait son appareil enregistreur et lecteur, de graver. Si on voulait chanter, on pouvait chanter. Mais dans ma famille, ils s'envoyaient des lettres. Donc des lettres sonores, donc. Des lettres sonores. Je pense qu'ils les écrivaient avant ou qu'ils étaient capables de parler comme je fais avec vous devant le micro. Donc ils s'envoyaient, vous verrez dans la vitrine en bas, il y a même l'enveloppe, l'adresse et le disque qui est dedans. Ils s'envoyaient des disques au lieu de s'envoyer des lettres écrites. Bien avant l'informatique, l'électronique, voilà. Et bien avant le graveur de CD. Je suis très friande de tout ce qui est super moderne. Je suis pas forcément très habile. Mais s'il n'y avait pas eu l'informatique, j'aurais pas pu faire toutes ces fiches de renseignements et reproduire toutes ces photos. Donc ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, une exposition absolument passionnante qui est donc l'histoire de la famille de Madame MacLean, mais bien au-delà de cette histoire, c'est l'histoire de tout le monde. C'est l'histoire qui prouve bien que si on est là aujourd'hui, c'est que d'autres étaient là avant nous et puis qui nous ont apporté tellement de choses, qui nous ont façonnés. Cette exposition, donc, est ici à Fournel, à la Maison de la Photographie, pendant tous les mois d'été. C'est tous les jours, du mardi au samedi inclus, de 14 à 18 heures. C'est pendant les mois de juillet-août. Juillet-août. Et puis vous présentez un diaporama que vous avez présenté en cours d'année au Centre d'études et de recherche à Mende. Nous avions fait un reportage à l'époque concernant la préhistoire en Aubrac. Ça, c'est très bien ici parce qu'on dispose d'un grand écran. Ne dites pas aujourd'hui on ne sait pas quoi faire, on va aller voir l'exposition, non. Dites aujourd'hui, on va aller voir l'exposition parce que je vous assure que finalement, vous allez vous retrouver en plein cœur de votre histoire et avec de très beaux moments et en plus toute une explication sur la préhistoire donc en Aubrac. Madame MacLean, on a l'habitude de vous recevoir à la radio. En cours d'année, je pense qu'on aura le plaisir de vous revoir. Ah ben volontiers. Et de vous réentendre ou de vous entendre. Merci beaucoup, monsieur. Ça sera très volontiers, oui.